Zoom sur les projets financés dans notre pays par la Banque mondiale, notamment dans les domaines de l'éducation, du transport et de l'énergie. L'institution financière et les responsables des projets ont analysé ce matin les progrès réalisés et déterminé les défis à relever. Faire des villes maliennes des espaces de prospérité et de cohésion sociale et en faire des cadres d'expression socio-culturelle ont été les objectifs des travaux sur la politique nationale de la ville qui se sont achevés lundi. Des propositions ont donc été faites pour l'amélioration de la qualité et du cadre de vie dans nos villes. Le sport roi sera à l'honneur en Guinée à partir du 23 novembre avec le premier championnat auquel va participer le Mali. Nous irons en fin de journal découvrir nos 7 représentants qui se préparent activement pour cette compétition africaine. Madame, Monsieur, bonsoir. Mercredi 20 novembre, bienvenue dans ce journal. Le médiateur de la République, Baba Akib Aïdara, a rendu ce matin une visite de courtoisie au Premier ministre. Même si ce n'était pas une visite de travail, ils ont tout de même parlé de l'avenir de la médiation institutionnelle et de l'espace d'interpellation, entre autres sujets. Oumar Tatamli a réitéré au médiateur de la République toute sa disponibilité. Baba Akib Aïdara, à sa sortie d'audience, s'est exprimé au micro de Mamadou Bakayoko. Nous avons évoqué l'ensemble des problèmes que posent les services de la médiation, du médiateur. Nous avons évoqué l'avenir de la médiation institutionnelle dans le pays. Nous avons évoqué plus concrètement l'organisation de l'espace d'interpellation démocratique qui va avoir lieu le 10 décembre ici. Et nous avons évoqué aussi le 8e congrès de la francophonie qui va avoir lieu à Dakar et auquel je vais participer la semaine prochaine. Nous sommes une institution indépendante, mais nous sommes au service de la République, nous sommes une institution de la République, donc nous travaillerons étroitement avec le gouvernement, avec les autres institutions. Et de ce point de vue, le Premier ministre nous a assuré vraiment la collaboration totale de l'ensemble du gouvernement. La Banque mondiale finance une vingtaine de projets au Mali dans les domaines de l'éducation, du transport et de l'énergie. L'institution financière et les responsables des différents projets étaient réunis ce matin pour passer en revue les progrès réalisés et les défis à relever. La principale question à laquelle réfléchissent les participants, c'est le faible taux de décaissement du portefeuille de la Banque mondiale, évalué à seulement 41%. Bourama Traoré. Plus qu'un rituel, la revue conjointe du portefeuille de la Banque mondiale permet de jauger la performance des opérations financées par l'institution financière au Mali. En clair, il s'agit d'évaluer une vingtaine de projets et programmes mis en œuvre pour améliorer les conditions de vie des populations maliennes. La revue est un exercice qui nous permet de faire le point dans la mise en œuvre des projets financés par la Banque mondiale au Mali, tant les projets nationaux que les projets régionaux concernant le Mali. Donc je pense que c'est une bonne occasion de voir dans l'exécution quotidienne des projets à quels problèmes on est confronté. Nous avons comme réellement objectif de faire en sorte que les projets que nous finançons au Mali se traduisent par des résultats concrets, des résultats tangibles et des bénéfices réels pour les populations. Et pour ce faire, nous n'allons ménager aucun effort, n'est-ce pas, pour vous écouter et faire en sorte que les nouveaux programmes que nous allons présenter à nos conseils d'administration, tout comme les projets qui existent déjà dans notre portefeuille, puissent prendre en considération l'ensemble des commentaires et des recommandations que vous allez faire au cours de cet exercice. Le portefeuille de la Banque mondiale au Mali s'élève à 862 millions de dollars. Seulement 41% de ce montant a été décaissé par le gouvernement malien, un taux de décaissement qui est jugé faible. En 2010, nos taux de décaissement étaient de 253 millions de dollars à peu près sur une base d'engagement de 666 millions de dollars. En 2012, il n'était que de 213 millions de dollars, c'est-à-dire le niveau de décaissement sur un niveau d'engagement de 587,6 millions de dollars. Heureusement, il y a des signes de progrès pour ce qui concerne l'année 2013,
où nous sommes à un taux de décaissement de 243,5 millions de dollars, mais sur une base d'engagement de 672,6 millions de dollars. Deux raisons expliquent le faible taux de décaissement du portefeuille de la Banque mondiale. La première est relative au délai de passation des marchés, à savoir 4 mois. Pour l'approbation des marchés, il faut également 7 signatures ou visas. Deuxième difficulté, à mobiliser les ressources de la Banque mondiale. Ce qui explique cela, c'est le processus, quelque part, qui prend plus de temps que prévu. Comme on a eu à le dire ici, dans la chaîne de passation de marché, il y a beaucoup d'acteurs ou d'agents qui interviennent et chacun a un délai pour regarder sa partie et puis laisser continuer le dossier. Je crois que c'est ça qui prend du temps. Bon, certaines fois, c'est surtout la détermination des caractéristiques techniques qui prend du temps parce que ça doit faire par des équipes autres qui ont cette capacité-là et qui, des fois, ne sont pas motivées pour faire ce travail-là. Donc, je crois que c'est toute la chaîne qu'il faut regarder. Comment inverser cette tendance et rendre plus... La revue conjointe a formulé une recommandation dans ce sens. Il s'agit de revoir les délais et procédures d'approbation des marchés publics. Fin des travaux sur la politique nationale de la ville. C'était lundi dernier, une rencontre d'une journée pendant laquelle les acteurs du secteur ont fait des recommandations permettant l'amélioration des grandes agglomérations. Les précisions de Fatoumata Kone. Une première dans notre pays, l'adoption d'une politique nationale de la ville entièrement consacrée à l'amélioration et l'aménagement de l'architecture des grandes villes. Pendant presque 8 heures d'horloge, les acteurs intervenant dans ce secteur ont échangé sur les défis, les enjeux et les perspectives facilitant cette politique. Je formule le vœu que de cette politique nationale de la ville que nous sommes en train d'élaborer, que naisse un nouveau modèle de développement pour notre pays, fondé sur les villes, fondé sur les pôles d'activité autour des villes, qui pourront équilibrer à terme l'organisation du territoire, la disposition des populations sur le territoire et donc entraîner un développement mieux maîtrisé, plus harmonieux de notre pays. Il a été dit de mettre l'accent sur l'appui conseil que les services déconcentrés doivent apporter aux collectivités. Bon, ça c'est une amélioration qui a été apportée au document. Entre-temps, l'accent a été mis sur la formation du personnel des collectivités. Beaucoup d'améliorations ont été apportées effectivement au document de par les interventions des uns et des autres. Amélioration de la qualité de vie dans la ville, l'embellissement à travers l'assainissement, des recommandations à exécuter dans les plus brefs délais, selon le ministre de l'Urbanisation, de la politique de la ville. Nous ouvrons à présent la page élections législatives. Le président de la Cour constitutionnelle informe les délégués de la Cour que pour le premier tour de l'élection des députés à l'Assemblée nationale, leur répartition, le programme des départs et du paiement des indemnités sont affichés au niveau de la Cour constitutionnelle. Pour les régions, le paiement des indemnités aura lieu le jeudi 21 novembre à partir de 10 h et le départ est fixé au vendredi 22 novembre à partir de 6 h devant le Centre international de conférence de Bamako, CICB. Pour le district de Bamako, le paiement des indemnités aura lieu le vendredi 22 novembre à partir de 9 h. Et puis le ministre de l'administration territoriale informe les électeurs et électrices que le centre d'écoute et d'orientation du ministère est de nouveau fonctionnel à partir de demain, jeudi 21 novembre, pour tout renseignement sur le processus électoral. Ils peuvent par conséquent appeler les numéros 80 00 11 37. Les numéros s'affichent donc 80 00 11 38 et le 80 00 11 39. Le ministre s'est compté sur l'esprit de civisme de tous. Le SNID Faso Yiriwaton et la CODEM s'unissent en commune 1. C'est au terrain de Korofina qu'ils ont lancé leur campagne. Fatoumata Simpara et Boulkassoum Maïga ont développé devant leurs militants leur programme de société. Allô Sénétouré. Boulkassoum Maïga et Fatoumata Simpara font équipe en commune 1 pour briguer les 2 sièges en compétition. Leur alliance se fonde sur des valeurs communes aux 2 partis et surtout le crédit accordé aux 2 candidats. Les raisons qui nous amènent quand même, c'est de pouvoir servir notre commune, c'est de pouvoir porter le flambeau de la commune plus haut, ensuite d'être beaucoup plus en contact avec la population et nous informer de leur réalité, les vivre avec eux et les poser au bon endroit.
Donc l'Assemblée est le lieu le mieux indiqué quand même pour parler des réalités de notre commune, de notre société, même si on doit légiférer les différentes lois. Les deux candidats comptent s'investir résolument dans les actions de développement de leur commune et comptent sur la mobilisation de tous les habitants. Naturellement, nous sommes des partis représentatifs en commune 1. Le CNID, c'est le parti qui va céder quand même le poste de député. Et là, la CODEM, par rapport à son implantation et sa représentativité politique en commune aussi n'est pas négligeable. Donc les candidats CNID de CODEM sont des candidats quand même qui sont en droit d'espérer être les députés de la commune 1. Et nous savons qu'à la matière, au-delà de nos partis politiques, au-delà de nos sympathisants, nous avons aussi des alliés d'État qui sont prêts à nous accompagner pour cette marche. Donc ça, c'est notamment Sabati 2012. Ensuite, nous avons les talibés du shérif de Yoro qui sont avec nous en commune 1. Et là, c'est un problème de moralité. C'est un problème de moralité. Donc nous avons été leur choix. Donc ça prouve que nous sommes dans tous les droits d'espérer être les députés de la commune 1. Et c'est pourquoi nous disons à tout le monde qu'il ne faut pas qu'on rentre quand même ce tournant, parce que après le 24, il faut attendre 5 ans. Les candidats de la liste CODEM Sénid Faso Iroaton en commune 1 comptent également sur la mobilisation des leaders d'opinion et des chefs coutumiers. Et dans le cadre des élections législatives, le gouverneur du district invite les coordinateurs des centres de vote du district à une séance de formation demain, jeudi 21 novembre, selon le calendrier ci-après. Coordinateur des communes 5 et 6 à partir de 8h30, coordinateur des communes 1, 2, 3 et 4 à partir de 14h30. Les séances de formation se dérouleront dans la salle de conférence du gouvernorat 6 à l'ACI 2000. Le gouverneur du district de Bamako s'est compté sur la présence de tous les coordinateurs. Les candidats indépendants Mohamed Ba et Amidou Kone représenteront la liste Signyasigi Gundo en commune 1. La particularité de cette liste est qu'elle enregistre le plus jeune candidat aux législatives. Il n'a que 25 ans. Les deux candidats ont lancé leur meeting à travers un match de football. Aldou Matina. C'est sur le terrain du FC Amazon à Bulkasombougou qu'a eu lieu le meeting de Signyasigi Gundo en vue des législatives. La particularité de la liste Signyasigi Gundo, un nom typiquement tiré du tiroir, est que non seulement les deux candidats sont indépendants, mais aussi et surtout, c'est sur cette liste qu'on retrouve le plus jeune candidat à la députation. Il s'agit de Mohamed Ba, 25 ans, encore étudiant. C'est un devoir aujourd'hui, pour nous les jeunes, à ce qu'on se lève, de faire en sorte que chacun puisse s'investir comme il se doit pour le Mali et qu'ensemble qu'on se mette à bâtir avec l'optique de Signyasigi Gundo, dans la transparence, la confiance et dans l'honnêteté. Ayant comme colistier Amidou Z Kone, Mohamed Ba estime que sa participation aux législatives est un signal fort, non seulement pour la jeunesse de la commune 1, mais aussi pour celle du Mali. Nous sommes prêts à prendre le flambeau et à apporter les changements indispensables que nous avons désespérément attendus dans notre pays depuis fort longtemps. Le meeting de la liste Signyasigi Gundo en commune 1 a été marqué par une rencontre de football. La finale qui a opposé deux formations de la commune 1 a été remportée par l'association sportive olympique de Bulkasombougou au tir au but 4-2 contre le FC Ali. Un moment de communion qui a permis à la jeunesse de découvrir la vision de Signyasigi Gundo. Voter Signyasigi Gundo est une expérience. Laissez le soin aux jeunes de prouver aussi leurs capacités. Et donc, nous pensons réellement apporter notre pierre de contribution. Car à notre niveau aussi, nous avions des projets de société. Et c'est ça qui motive réellement notre engagement. Et nous souhaiterons aussi que les jeunes puissent prendre conscience et qu'ils se disent qu'il est temps aujourd'hui, ce changement tant entendu doit voir le jour réellement. Outre ces matchs de football, plusieurs autres activités ont été menées par la liste Signyasigi Gundo en commune 1, dont une nuit des chasseurs. La présidente de la commission électorale du district informe les délégués de la CENI retenus dans le cadre des législatives qui
qu'ils peuvent consulter les listes au niveau des différentes commissions électorales des 6 communes du district. Aussi, ils sont informés que la formation des délégués aura lieu demain, jeudi 21 novembre à 13h, dans les lieux indiqués par les commissions électorales des 6 communes du district. Chaque absence sera considérée comme une démission. Caritas Mali renforce les compétences des observateurs électoraux de sa structure. C'est à la faveur d'une session de formation qui porte entre autres sur le code de conduite de l'observateur électoral, le guide de sensibilisation sur la place, le rôle des députés. Le reportage de Fademba Keïta. Cet atelier de mise à niveau des observateurs de Caritas Mali pour les élections législatives du 24 novembre et du 15 décembre 2013 se déroule en 6 sessions. Les élections législatives de 2013, enjeux et défis, rôle et responsabilité des observateurs électoraux, la technique d'élaboration du rapport d'observation sont entre autres sujets qui seront développés par les experts en droit et les personnes et ressources spécialisées dans la gestion et l'observation électorale. Je puis me réjouir qu'à l'issue des 2 jours de travaux, les observateurs seront munis d'outils et de techniques et la connaissance des textes législatifs relatifs au processus électoral en général et aux élections législatives en particulier. Près de 200 observateurs électoraux venus de toutes les régions du pays de Caritas Mali participent à cette formation. Pour les membres de la Commission nationale de cette structure, c'est un devoir de veiller au choix des personnes qui auront la responsabilité de voter les lois et de contrôler l'action gouvernementale. L'Association pour le développement des initiatives communautaires lance une série d'activités de sensibilisation des populations de Bamako pour un vote massif. Le lancement des activités de l'ONG ADICO, c'est avec Adama Koulibaly. C'est à travers un projet dénommé Appui au processus électoral dans le district de Bamako que l'Association pour le développement de l'initiative communautaire ADICO mène ses activités de sensibilisation et de mobilisation des électeurs pour les prochaines législatives du 24 novembre. Il est un devoir pour l'ONG ADICO de informer la population en âge de voter en vue de la mobilisation des électeurs, notamment les groupes les plus défavorisés, pour améliorer le taux de participation au prochain scrutin. Sensibiliser la population sur l'importance de leur vote dans l'élection des députés. L'ONG était avec les chefs de quartier et les représentants des partis politiques des communes 3 et 4 du district de Bamako. C'était dans le cadre du lancement de ces activités de sensibilisation et de mobilisation. Les participants, après la cérémonie, doivent suivre une formation sur le mécanisme de la participation aux élections avec le retrait des cartes Nina, la sensibilisation sur le vote, les dispositifs sur la loi électorale de cette année 2013, la promotion d'une culture de paix, les sanctions contre la fraude et la violence, les droits et devoirs des citoyens. Les maires des communes 3 et 4 se sont réjouis de cette initiative de l'ONG ADICO et ses partenaires PNUD-PAPEM qui pourra relever le taux de participation. Et nous revenons sur ce communiqué. Le président de la Cour constitutionnelle informe les délégués de la Cour que pour le premier tour de l'élection des députés à l'Assemblée nationale, leur répartition, le programme des départs et de paiement des indemnités sont affichés au niveau de la Cour constitutionnelle. Pour les régions, le paiement des indemnités aura lieu demain, jeudi 21 novembre, à partir de 10h, et le départ est fixé au vendredi 22 novembre, à partir de 6h, devant le Centre international de conférence de Bamako, CICB. Pour le district de Bamako, le paiement des indemnités aura lieu le vendredi 22 novembre, à partir de 9h. L'on se prépare à Tombouctou pour les législatives. À cet effet, les autorités régionales ont rencontré les acteurs concernés. Il ressort que le matériel électoral et les documents sont sur place avec un dispositif sécuritaire dans toute la région. Et à Tandina. Cette session de formation a pour objectif de mieux responsabiliser les agents électoraux. C'est pourquoi les autorités administratives vont initier les présidents des bureaux et assesseurs dans une logique de neutralité et de respect de la loi électorale. Les participants mesurent l'enjeu de cette formation. Nous avons de l'expérience parce que nous avons suivi les élections présidentielles, une formation. Mais comme cette fois-ci, les candidats sont du cercle et ils sont avec nous. Et ils nous ont invités à plus de vigilance et plus d'assiduité dans le travail.
vu que ça soit très bien fait. Plus de 400 agents électoraux seront concernés par cette formation dans les communes de Alafia et Tombouctou. La formation est basée surtout sur le contenu du guide de l'agent électoral, c'est-à-dire tout simplement connaître les documents et ensuite connaître les différentes étapes pour faire voter les électeurs au niveau d'un bureau de vote. Donc c'est essentiellement ces modules qu'on va dispenser au niveau des présidents. Les conseils stricts ont été donnés au président pour pouvoir au moins maîtriser les différentes méthodes et le contenu des documents du guide de l'agent électoral. La durée de la formation est de 5 jours et se fera dans l'ensemble du cercle de Tombouctou. Donc c'était plutôt la formation des agents électoraux. Dans le cadre de l'organisation de la campagne médiatique de l'élection législative du 24 novembre, le président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État invite les candidats dont les noms suivent à se présenter au siège de l'organe ce jeudi 21 novembre pour l'enregistrement de leur message de campagne. 9h ADP Maliba, 9h20 Barika, 9h40 PLA, 10h URP, 10h20 Indépendant Sidamar Ag Akassa, 10h40 PDS, 11h APDM, 11h20 PDM, 11h40 Parena, 12h MPR, 12h20 PSDM, 12h40 UPD, 13h PSP, 13h20 PRDT, 13h40 Indépendant Moussouka Nieta, 14h CPM, 14h20 RPC, 14h40 Indépendant Boubakari Diko plus 1 commune 4. 15h PDS, 15h20 Madi, 15h40 Indépendant Mouvement Patriotique Kaésien. Et juste après ce journal, vous pourrez suivre les messages de campagne des candidats YLMA, URD, UFPD, Indépendant Yeraouloblon, Adema, Modec, MPJS, Indépendant Fabachéré, Indépendant IRNATA, MDD, Indépendant Badjan Ag Amatou, PRVM, SNID, M plus Ramata, Indépendant ADK, ANC, SADI. Allons à présent à Paris, où l'imam de la mosquée Djingarébert de Tombouctou était l'invité d'honneur de la directrice générale de l'UNESCO pour sa cérémonie d'investiture. Abderrahmane Ben Assayouti a remercié l'UNESCO et l'ensemble de ses États membres pour leur engagement pour la reconstruction des lieux saints qui ont été détruits. Écoutons un extrait de l'intervention de l'imam de Djingarébert à la tribune de l'UNESCO. Ses propos sont recueillis par Makanfin Konaté. Invité d'honneur de la directrice générale de l'UNESCO, la présence de l'imam de la mosquée Djingarébert de Tombouctou à Paris est un événement exceptionnel. Le patriarche a dirigé la prière de la mi-journée dans les locaux de l'UNESCO avant de prendre la parole devant l'Assemblée générale. Dans son intervention, l'érudit Abderrahmane Ben Assayouti a témoigné de la violence de l'occupation de Tombouctou par les obscurantistes religieux. L'imam de la grande mosquée Djingarébert de Tombouctou a salué l'engagement de la directrice générale de l'UNESCO pour la reconstruction des vestiges détruits par l'obscurantisme. Pour l'érudit Ben Assayouti, Tombouctou reste le symbole de la tolérance et du dialogue interreligieux. Quelles que soient nos différences de culture, d'origine, de croyance, il n'y a de prévenir que dans le dialogue, dans la compréhension. Nous devons toujours préférer la voie du dialogue, et c'est aussi ce symbole qui caractérise Tombouctou. Abderrahmane Ben Assayouti a fait des bénédictions pour l'Assemblée générale de l'UNESCO. Il a par ailleurs remercié au nom de la Oumma islamique de Tombouctou l'ensemble des États membres de l'UNESCO pour la reconstruction des lieux saints. Retour sur le continent, nous allons à Ouagadougou où se trouvait le ministre du Commerce, Abdelkarim Konaté, qui a présidé la réunion des ministres en charge du commerce de l'Union monétaire ouest-africaine sur la politique commerciale commune de l'UMOA qui s'est tenue à Ouagadougou au Burkina Faso vendredi 15 novembre dernier. À l'issue de cette réunion, d'importantes résolutions ont été prises pour la redynamisation du commerce intra-communautaire. Il s'agit, entre autres,
d'instituer une concertation périodique, au moins une fois par an, des ministres en charge du commerce pour un meilleur suivi des diligences relatives notamment à la suppression des entraves au commerce intracommunautaire, de supprimer les pratiques contraires à l'union douanière et notamment l'escorte douanière systématique des marchandises en transit, de recenser les programmes d'inspection avant expédition en vue de déterminer leur pertinence, de soutenir les groupes africains et ACP dans le cadre des négociations sur l'agriculture pour qu'un signal clair soit donné en termes de réaffirmation de l'objectif final à atteindre en matière de concurrence et d'exportation. Accélérer les négociations pour la signature d'un APE régional porteur de développement en vue de préserver l'intégration et de constituer une masse critique d'experts en politique commerciale dans les États membres avec l'appui des universités et écoles de commerce. Retour à Bamako avec le meeting d'information du bureau exécutif national du CINEB. C'était au centre islamique de Bamako. Il a été question de l'intégration dans la fonction publique de l'État et des collectivités territoriales, le statut des contractuels et des préparatifs du congrès. Le reportage de Mamourou Sidibé. Le bureau exécutif national du syndicat de l'éducation des bases a mobilisé ses militants non seulement pour une prise de contact, mais aussi pour leur donner des informations par rapport au traitement de certains dossiers. C'est notamment les activités que nous avons eu à mener pendant les 21 mois de crise au Mali. Après les informations par rapport aux problèmes d'arriérés de rappel, les problèmes de mutation, les problèmes d'intégration, les problèmes de hiérarchisation. Le secrétaire général dira qu'il n'est pas contre la politique de la décentralisation, mais il dénonce la disparité entre le statut de la fonction publique des collectivités et celui des fonctionnaires de l'État. Ce meeting du bureau exécutif des syndicats nationaux de l'éducation rentre dans le cadre des préparatifs du congrès prévu pour mai 2014. L'ONG Service International pour la Population PSI Mali vient de lancer son projet WASH Marketing. Le projet vise à identifier les difficultés liées à l'accès aux toilettes afin de promouvoir les activités d'assainissement au Mali. Le projet de 450 millions de francs CFA prendra 16 mois et concernera les régions de Koulikoro, Sikasso et Mopti. Pour plus d'informations sur le projet, écoutons Bourema Maïga, responsable survie de l'enfant. Il est au micro de Agali Ag Agissa. C'est dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des toilettes que PSI Mali et son bailleur de fonds qui est l'UNICEF ont profité de cet événement pour lancer le projet WASH Marketing qui va avoir essentiellement comme dimension la promotion des toilettes pour les populations rurales. Nous avons la promotion du traitement de l'eau à domicile et la promotion du lavage des mains. Vous conviendrez avec moi que toutes ces interventions ont pour objectif de promouvoir la santé des populations en milieu rural. Le projet va intervenir essentiellement dans les régions de Koulikoro, Sikasso et Mopti. Et la durée du projet est de 16 mois. Nous savons qu'il y a l'assainissement total piloté par les communautés au niveau de la plupart des villages du Mali. Et nous allons accompagner ce programme de l'UNICEF pour promouvoir l'utilisation des toilettes, le lavage des mains et le traitement de l'eau. Le coût du projet est d'environ 1 million de dollars. L'association Will Astrid Dialogue Group et la mission de l'Union européenne EUTM apportent leur soutien aux enfants de militaires tombés pour la défense de la patrie. Elles viennent de remettre plus de 3000 cahiers, livres et autres kits scolaires. Le reportage de Batraori. Les enfants des militaires tombés sous le front doivent bénéficier d'une attention particulière de notre part. Telle est la vision des donateurs du jour. Il s'agit de l'association Will Astrid Dialogue Group et la mission d'entraînement de l'Union européenne EUTM. Nous estimons qu'aucune aide ne sera trop pour sécher les larmes de ceux et celles qui ne verront plus revenir à la maison leurs papas ou leurs époux. Tout ce qu'on puisse faire pour ces enfants, nous savons la dette, nous, les peuples maliens, l'EUTM, tout le monde,
avec ses enfants et avec ses parents qui ont donné sa vie en luttant pour la liberté, la démocratie et l'ordre constitutionnel et l'intégrité du Mali. Alors, nous sommes heureux de pouvoir aider au moins un peu à améliorer la vie et le futur de ces enfants. Une telle action de solidarité mérite d'être saluée. Elle doit servir d'exemple pour que ces enfants ne soient pas oubliés. C'est le lieu et le moment de vous féliciter, de vous remercier également de votre esprit de solidarité à l'endroit des enfants bénéficiaires des présents kits que vous avez bien voulu leur offrir pour amoindrir le poids de la mort de leurs parents qui ne cesse de les marquer. Une minute de silence a été observée par l'assistant en mémoire de tous ceux qui ont consenti l'ultime sacrifice de leur vie. Une rencontre de restitution des activités du projet décisif, droit et égalité citoyenne et inclusion des personnes handicapées, phase 2, a débuté ici à Bamako. Le projet qui a démarré en 2011 prendra fin en décembre prochain. Lamine Keita. À travers le projet décisif, droit, égalité, citoyenneté, solidarité des personnes handicapées, les droits des personnes handicapées a connu des mutations remarquables dans notre pays. Naguère objet de charité et de compassion, elles sont devenues, grâce au projet, un sujet de droit. Handicap international à travers un programme sous-régional dénommé Décisif, entendé par là droit, égalité, citoyenneté, solidarité et inclusion des personnes handicapées, c'est fait une fois de plus le devoir de poser des actions en faveur de cette couche vulnérable de la population qui représente, selon l'OMS, 15% de la population mondiale, soit environ spécifiquement 2 millions de personnes handicapées au Mali. À travers le projet décisif Handicap International, avec le concours de l'ensemble des acteurs, a contribué à promouvoir la pleine et égale jouissance des droits humains aux personnes handicapées. Cela à travers des activités de formation, de sensibilisation, de plaidoyer, de diagnostic et des actions de développement local inclusif. Pour le ministre du Travail et des Affaires sociales et humanitaires, le gouvernement malien a toujours été favorable à la promotion des droits des personnes handicapées. Le projet a eu à son actif, entre autres, une grande implication des autorités et institutions, un changement de mentalité de la population en général sur le handicap, une stratégie de diversification des modes de mise en œuvre du projet adapté aux différents publics. Ce projet d'une durée de 3 ans a concerné 8 pays de la sous-région ouest africaine. La 5e région vient de lancer son projet appui aux producteurs laitiers affectés par la crise dans le cercle de Mopti. C'est pour aider les producteurs laitiers à améliorer leur production de lait en quantité et en qualité. Aminata Touré. Pour un coût de plus de 27 millions de francs CFA et un apport de plus de 2 millions de francs CFA, le présent projet va appuyer 5 sociétés coopératives dans le cercle de Mopti. L'objectif du présent projet est de former les producteurs laitiers affectés par la crise en technique de production laitière, sur les critères de choix des vaches laitières, sur les techniques de la culture fourragère, sur l'hygiène de la traite. Pour une durée de 12 mois, le projet intitulé Appui aux producteurs laitiers affectés par la crise dans le cercle de Mopti va permettre sans nul doute, selon les autorités communales et administratives, au développement de nos différentes collectivités en général et celui de l'élevage en particulier. Je suis d'ores et déjà convaincu que ce projet contribuera à relancer davantage la filière lait, à booster le développement socio-économique local et régional quand on sait l'importance que l'élevage occupe dans notre cercle. À titre de rappel, la société coopérative agricole multifonctionnelle Nana Agri a été créée en 2009. Elle est composée de 29 femmes opératrices et 3 hommes qui mènent depuis fort longtemps des activités d'élevage et d'embauche et ses produits dérivés. Une mission conjointe de la Direction nationale de l'agriculture et de la Direction régionale de l'agriculture de Caille vient de boucler une visite de terrain dans 3 cercles de la première région. C'était pour évaluer la campagne agricole en cours, échanger avec les producteurs et mettre en place des stratégies pour lutter contre l'insécurité alimentaire. De Caille, la correspondance de Mahamadi à Lubari.
Campagne agricole 2013. Dans la partie nord du cercle de Kaye, les cercles de Yélémané et de Djéman, les récoltes ne sont pas satisfaisantes. Les cultures de deux cris s'annoncent mauvaises. C'est le constat fait par la mission conjointe de la Direction nationale de l'agriculture et la Direction régionale de l'agriculture de Kaye. Une mission qui était venue évaluer la campagne agricole dans ces localités. La délégation s'est rendue dans certains champs de Sero-Djamanou où plus de 18 villages ont perdu leur superficie à cause de la sécheresse ou des oiseaux granivores. Au nord de Kaye comme à Yélémané, certaines céréales ne sont pas mûres à cause de l'insuffisance et de la mauvaise répartition des pluies. Cet état de fait aura pour conséquence une situation alimentaire difficile, aussi bien pour les populations que pour les animaux. Dès le début de la campagne, il y a eu un démarrage assez difficile, avec des postes de sécheresse par endroit. Aujourd'hui, il y a des postes vraiment déficitaires. Cette mission a pu s'imprégner des réalités sur le terrain afin d'y trouver une solution idoine partout où elle est passée. Le constat reste amer du nord du cercle de Kaye à Yélémané en passant par Djéman. Les paysans disent que face à cette situation précaire, des efforts doivent être faits pour lutter rapidement contre l'insécurité alimentaire dans ces localités. Il y a eu certes des pertes en superficie. Nous avons également enregistré des villages qui sont sinistrés sur la bande sahélienne, mais dans l'ensemble, la campagne est jugée moyenne. Partout où la délégation a passé, elle a eu une séance de travail avec l'ensemble des acteurs du secteur agricole ainsi que les ONG. Quittons Kaye pour Sikasso, les vendeuses de fruits et légumes du marché de Médine ont désormais un espace à elles pour leurs activités commerciales. La remise des documents d'affectation de la parcelle a eu lieu dimanche au marché de Médine en présence de nombreuses personnalités. Le compte-rendu de Sekou Konaté. Voici l'espace qui abritera désormais les vendeuses de fruits, tubercules et légumes du marché de Médine Sikasso. Et pour sa mise à disposition officielle, les femmes actrices des secteurs sont venues nombreuses ce dimanche, jour de foire de la vieille ville, dans une ambiance toute légitime, car ce jour représente pour ces dames le couronnement d'une longue lutte auprès des autorités communales, dira la présidente de l'association, Diara Kadia Traoré, très émue en prenant la parole. Ce qui fera dire à la direction en charge de la promotion de la femme que ce dimanche est un jour de victoire pour la femme en quête de mieux-être. On est là-dessus depuis janvier 2012. Mais malheureusement, on a beaucoup traîné sans ne pas avoir le papier, le fameux Suzanne. Donc je me réjouis pour toutes les femmes. Je pense que c'est la femme qui est à l'honneur aujourd'hui pour tout le Mali et particulièrement pour Sikasso. L'occasion était donc bonne pour la marraine de l'association Ndiaye Ramatoulaye Diallo de saluer l'engagement des femmes vendeuses de fruits, légumes et tubercules de Sikasso et la grande compréhension des autorités de la ville. Autorités qui appellent à une utilisation judicieuse de l'espace. Aux vendeuses elles-mêmes, qu'elles prennent ça comme un outil de travail, qu'elles se rassemblent, qu'elles s'unissent, qu'elles fassent beaucoup d'efforts pour le développement de Sikasso et pour le développement de tout le Mali. Des pas de danse, des cadeaux pour les invités, pour traduire toute la satisfaction de ces braves dames estimées à plus de 300 activités. Restons à Sikasso où ont pris fin les activités du premier camp des volontaires nationaux. Plusieurs activités ont marqué ce premier camp. Retrouvons Sekou Konaté pour les temps forts. Des échanges d'expériences acquises dans les différents lieux d'affectation, les débats sur les modules comme place et rôle du volontariat dans la consolidation de la paix et de la sécurité, jeunesse et défense des valeurs de citoyenneté dans le contexte de la décentralisation, paix et intégration au Mali, quel rôle pour la jeunesse, l'organisation d'activités artistiques, culturelles et sportives ont marqué ces 10 jours de présence de la centaine de jeunes constituant le premier contingent des volontaires nationaux du CNPV, contingent Adama Samasekou. Nous sommes prêts à servir le pays dans le cadre de son développement. Cependant, nous sollicitons vivement un accompagnement de nos plus hautes autorités, ainsi que les structures non gouvernementales pour notre insertion socio-professionnelle. Ce premier camp initié par le CNPV
Il y a eu des résultats très probants en termes d'appropriation des modules enseignés, mais aussi les volontaires ont affirmé leur engagement à persévérer dans la voie de la citoyenneté et du civisme, mais aussi à relayer et à être un effet multiplicateur d'adhésion à la perspective et à la dynamique. Le CNPV et l'Association des pionniers du Mali de signer une convention portant sur le renforcement du mécanisme entre les deux structures, toute chose que le département salue. Ces résultats obtenus par les volontaires mettent en valeur la contribution et l'importance du volontariat national pour le développement. Aussi, les mérites et la nécessité qu'offrent les services des volontaires nationaux pour le développement dans les communautés. Le ministère de la Jeunesse et des Sports et le Centre national de promotion du volontariat en partenariat avec d'autres départements ministériels mettront tout en œuvre pour permettre aux volontaires de s'insérer dans la vie professionnelle active. Des remises d'attestations et des cadeaux pour boucler le séjour de Sikasso et rendez-vous est pris pour la deuxième édition à Tombouctou, au dire du directeur général du CNPV. Culture, dans le cadre de la deuxième édition du Festival de la mode, Tom Event a organisé une soirée de mode avec plusieurs stylistes et créateurs dans l'esprit de valoriser le secteur de la mode et de l'artisanat. Les artistes étaient au rendez-vous, mais aussi le public. Reportage de Moussa Tidiane Kanté. La musique, la mode et la comédie se sont donné rendez-vous ce vendredi soir à l'Institut français de Bamako. Les acteurs de la mode et de l'artisanat contribuent de par leur talent, leur créativité à donner une identité et une image de marque à leur secteur d'activité, mais souffrent cependant d'une absence de structuration d'activité pour exposer, soit vendre leurs produits. C'est dans le souci de valoriser le secteur que Tom Event a réuni tous les professionnels du secteur autour d'une plateforme dénommée Carrefour de la mode. L'objectif pour moi, c'est de mobiliser un peu les gens pour qu'ils s'intéressent un peu à la mode, surtout les Maliens. On a 14 stylistes qui participent au festival Carrefour de la mode et puis des exposants, des bijoux traditionnels et puis modernes, un peu de tout. Une bonne occasion pour tous les créateurs d'exposer les talents aux yeux de tous. Je voudrais qu'on mette l'accent sur nos tissus, plus particulièrement les wax, qu'on essaie de les valoriser dans le pays, même à l'extérieur du pays aussi. C'est des tissus, ils sont beaux, ça fait habiller, donc j'insiste les gens à y intéresser. Moi, en tant que designer graphique, ce qui était plutôt pas mal, c'est de venir sur le terrain et puis de voir que il y avait des jeunes talents qui arrivaient à exploiter les ressources culturelles de belle façon. Vers la fin, il y avait plutôt des mélanges avec des styles qu'on connaît en Europe, avec des motifs traditionnels genre le bogolan, et les imprimés qui étaient vraiment caractéristiques graphiquement, étaient superbes. Un lieu de rencontre, Carrefour de la mode, est un rendez-vous pour les acteurs de l'artisanat, de la culture, des médias, des agences de mode et de la communication. Après une série sur les Sotramas de Bamako, exposée en avril 2012 à l'ex-CCF de Bamako, l'artiste plasticien Drissa Konaté nous revient avec un nouveau projet baptisé Jakarta Co ou Affaires de Jakarta. Le projet a été présenté ce lundi au cours d'une exposition à l'Institut français avec pour objectif spécifique de sensibiliser la population sur la sécurité routière dans notre pays. Pour en savoir davantage, je vous propose d'aller à la découverte de l'univers des toiles sur ces engins à deux roues avec notre reporter Modibo Soari. Cette moto appelée Jakarta est incontestablement le moyen de transport à deux roues le plus populaire à Bamako. De la rue, voilà qu'elle nous transporte à l'Institut français du Mali. Là également, c'est la vedette d'une exposition intitulée justement Jakarta Co ou Affaires de Jakarta. L'expo vise à sensibiliser les usagers sur les bonnes habitudes à prendre et les meilleures conduites à tenir par les motocyclistes. Une contribution de l'artiste à la réduction du nombre des sinistres sur la chaussée. Inédite, cette exposition au message fort a lieu le jour où est célébrée la journée nationale de souvenir aux victimes de la circulation routière. Quand on est sur la route, sur un véhicule qui va assez vite, il faut faire attention. Je pense que c'est important de porter des casques et puis de faire attention quand on transporte des enfants, de rouler doucement. C'est dans un style artistique teinté d'humour que Drissa Konaté, cet autodidacte, nous amène au cœur de la vie bamakoise, autour de la moto la plus prisée par les jeunes, la Jakarta. La Jakarta, c'est quelque chose qui est venu simplifier la vie en transport de tous les Maliens.
mais elle a aussi envoyé autre chose qui est aussi les accidents sur la circulation routière. Donc cette exposition, c'est pour sensibiliser les Maliens et les Maliennes à aller doucement et aussi à se protéger en portant le casque pour pouvoir avoir une longue vie dans la circulation routière à Bamako. Et puis, par la caricature, notre artiste, chroniqueur du quotidien de Bamako, évoque les rapports parfois conflictuels entre générations face à ces phénomènes Jakarta. Une trentaine d'œuvres exposées, une totale immersion pour les visiteurs dans l'univers Jakarta, les lieux publics, la rue, les manifestations de réjouissance et bien d'autres. Il a pris en compte les différents aspects comme le mauvais usage de la moto Jakarta, surtout les jours de mariage. Et surtout actuellement, ça fait l'objet d'agressions. J'ai beaucoup aimé les photos. Je crois que ça va beaucoup aider sur la sensibilisation. À travers les dessins, on voit que le poids des casques est vraiment évident. Ça nous protège contre les accidents. L'exposition Jakarta, surtout destinée au monde Jakarta, les jeunes, ils étaient donc venus nombreux pour voir le message de Idrissa Konaté à travers ces toiles. Des œuvres de sensibilisation et d'éducation qui les attendent encore à l'ex-CCF de Bamako jusqu'au 6 décembre 2013. Voilà donc des fresques pour sensibiliser sur les dangers de la route. Une exposition à voir à l'Institut français de Bamako. En sport, je vous l'annonçais dans les titres, notre pays participera à partir du 23 novembre au premier championnat d'Afrique militaire de boxe en Guinée-Conakry. 7 boxeurs représenteront le Mali dans ce tournoi africain. Avant leur départ, Amara Malé Diallo est allé voir comment se passe la préparation de nos boxeurs. Ils sont 7 pugilistes maliens à aller défendre les couleurs du pays à ce premier championnat d'Afrique militaire de boxe. Face aux représentants de 15 autres pays du continent, Mamadou Keïta, Sougoulé, Zakaria Diarra, Lassana Kamara, Moussa Sogodogo, Mohamed Adjaviakoy, Adama Koulibaly et Bouakar Traoré, internés au service national des jeunes, sont sous la supervision de la Fédération malienne de boxe et de la direction du sport militaire. Nous sommes très satisfaits déjà que le pays puisse soutenir notre équipe USFAS pour qu'il puisse participer à ce championnat. C'est une première et c'est en boxant à l'extérieur qu'on peut faire de grandes équipes, de grands clubs. Donc la participation déjà est une satisfaction pour nous et certainement après tout ce que j'ai vu au niveau de la préparation et au niveau du soutien des forces armées de son équipe. Le commandement a mis tous les moyens demandés à notre disposition afin de préparer les joueurs. Comme vous le voyez, ils sont mis au vert il y a cela 3 jours déjà. Et techniquement aussi, on les a préparés pour vraiment avec un esprit de gagne. C'est l'occasion aussi pour moi de vraiment remercier la Fédération malienne de boxe et la Ligue de boxe de Bamako pour leur accompagnement technique durant cette préparation. La préparation physique et technique de nos représentants est intense tous les soirs et visiblement tous semblent réunis pour décrocher des médailles. Cette préparation, ça se passe dans une très bonne ambiance, vraiment. Ça, nous sommes en condition. J'ai fait confiance à mes combattants. Si tout va bien, Inch'Allah, on viendra la tête haute. Ce premier championnat d'Afrique militaire de boxe qui débute le 23 novembre prochain dans la capitale guinéenne est doté de la coupe du président ougandais Yoweri Museveni. Bonne chance à nos représentants. Un sujet plus triste à présent avec les obsèques de Monobem Oronyangali, commandeur de l'Ordre national du Mali, qui nous a quittés samedi dernier à l'âge de 72 ans. Il a été accompagné lundi à sa dernière demeure par des parents, amis et connaissances. Il repose désormais au cimetière de Sabali-Bougou. Reportage de Nouhoum Sissoko. Monobem Ogonyangali est ingénieur des mines formé à l'Université de l'Amitié des Peuples, Patrice Lumumba de Moscou, promotion 1966. Il a occupé plusieurs postes dans le secteur des mines. Il a successivement servi comme ingénieur à la direction des mines de 1966 à 1968, agent de la division technique chargée de l'élaboration du projet d'exploitation de l'or alluvionnaire à Kalako, Kalana, et à la participation de la mission de prospection de l'or à Medinandi, Kenyeba. Chef de la section d'exploitation de phosphate de Telemsi de 1975 à 1979, chef du projet phosphate de 1979 à 1990, chargé des relations avec la Société pour l'exploitation de phosphate de Telemsi, conseiller technique au ministère des Mines, des Industries et de l'Énergie de 1991 à 1992, directeur national de la géologie et des mines de 1992 à 1995 et enfin
En janvier 2000, il fit valoir ses droits à la retraite. Sa rigueur dans le travail, son sens élevé du devoir lui ont valu d'être nommé en 2006 au grade de commandeur de l'Ordre national du Mali. Le septuagénaire s'est toujours battu pour des idéaux de liberté et de justice. Je me plais de comparer justement ces patriotes-là, ces camarades intègres. Je le compare justement à Cyrus, l'étoile Cyrus. Son courage, sa détermination justement nous doit nous guider pour faire mieux, pour élever le défi, pour faire du Mali justement un pays vraiment où fait-on vivre. Inspecteur donc du dernier pays, fidèle dans ses amitiés, fidèle à ses engagements, et qui n'a jamais des amis, intellectuel brillant, s'est battu jusqu'à son dernier souffle, très respectueux, très courtois, ménageant tout le monde, mais étant ferme. Onoben Ogo Nyangali repose désormais au cimetière de Sabalibougou. Il laisse derrière lui une veuve et 7 enfants. Que la terre lui soit légère. Amen. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur l'ORTM. Bonsoir. Vous n'avez plus de crédit. Vous avez un message. Allô? Passe-le-moi.